Carrière vous est offert par Johnny Walker. Keep walking. Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. Rendez-vous avec votre magazine Carrière. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous avons choisi la ville de Mbalmayo pour vous dérouler le menu de cette édition qui, comme à l'accoutumée, va donner quelques orientations aux jeunes en matière académique, mais également pour leur insertion professionnelle. Voici en image le menu de cette 20e édition. La PME que nous découvrons ce mois est celle de Christian Bissenimbok, un diplômé en publicité de l'ESTIC qui, à travers son agence Conseil en communication âgé de 5 ans, entend sortir les entreprises de l'émerveillement vers l'appropriation de la communication. Tout un programme fondé sur l'accompagnement stratégique et l'édition des supports innovants. Démonstration dans la rubrique Initiative. L'enquête de cette édition porte sur la formation professionnelle au Cameroun, en adéquation ou non avec le marché de l'emploi. Alors que la réforme universitaire de 1993 l'a voulu et en a énoncé les bases, l'on constate 20 ans plus tard que le chemin qui mène à la professionnalisation des enseignements est encore jonché d'obstacles. Petit pas de la professionnalisation des enseignements, plus de détails dans le cours de ce magazine. Après la pause, suivez le parcours, mieux l'action bénévole et noble de notre invité, un jeune héros nommé Georges Bouellet. Chirurgien viscéral à l'hôpital central de Yaoundé, le président de l'association des compétences pour une vie meilleure, ASCOVIM, consacre tous ses week-ends depuis une dizaine d'années aux populations pauvres et nécessiteuses des villages camerounais. Il leur apporte gratuitement des soins spécialisés de santé et du matériel scolaire. Portrait de ce géant, c'est dans la rubrique Success Story. Enfin, si votre carrière vous conduit vers un nouvel emploi, vous devrez probablement passer par une période d'essai pendant laquelle vous devrez soigner votre attitude vis-à-vis de vos nouveaux collègues ou collaborateurs, mais surtout rassurer votre employeur. Comment réussir sa période d'essai? Conseils et astuces à suivre dans la rubrique Coaching avec Jean-Yves Mouriou. Mesdames, Messieurs, installez-vous, nous commençons tout de suite. Je vous le disais en titre, chers téléspectateurs, le jeune promoteur vers lequel nous sommes allés ce mois est le dirigeant de CBM Stratégie, entendez Communication Business Marketing, un cabinet spécialisé dans le conseil en communication, la stratégie créative événementielle et la production publicitaire. Il nous parle de cette agence, de ses difficultés et perspectives, réalisation aussi. Voici Christian Bissenimbok dans la rubrique Initiative.
achetons la plupart de leurs produits hors du Cameroun. Le deuxième volet de notre activité, c'est la communication produit. C'est une assistance que nous apportons sur le plan stratégique aux activités des marques de nos clients. Dans la communication événementielle, c'est des activités liées à l'événementiel, c'est-à-dire l'événementiel d'entreprise ou alors événementiel, initiative personnelle privée, c'est-à-dire soit événementiel suggéré par les entreprises, soit une activité événementielle créée par Sixième Stratégie. Donc, en termes d'investissement, je pense que nous avons le minimum de départ, c'est-à-dire le minimum qu'exige le lancement d'une PME. En termes d'investissement, je peux tout simplement dire que ça évolue progressivement en fonction des besoins de la clientèle et en fonction du volume de notre activité. Dans le cadre de nos activités, c'est beaucoup plus au niveau du recouvrement. Parce que vous voyez, vous travaillez parfois, généralement même avec de grandes entreprises, des entreprises qui ont pignon sur rue, mais qui ne payent pas, qui ne vous facilitent pas la tâche. Je souhaiterais que les banques cessent d'être des trésoriers. Parce que pour moi, les banques sont plus des trésoriers, de bons trésoriers au Cameroun que des outils de financement. Chaque fois qu'une PME a besoin d'un crédit, la première question qu'on vous pose, si vous avez un titre foncier. Donc, en réalité, une PME qui a besoin de construire, de bâtir, d'investir, devrait d'abord privilégier l'achat d'un titre foncier, le mettre en réserve pour que, à l'avenir, si vous avez besoin d'un crédit, le présenter. Je dis non, il faudrait que les gestionnaires de banques accompagnent leurs clients, que les gestionnaires cessent d'être ceux-là qui nous octroient leur signature lorsque nous avons besoin des attestations de domiciliation bancaire et qu'ils suivent régulièrement les activités de leurs clients afin qu'ils puissent également suggérer à leurs clients, à partir des informations qu'ils ont des comptes de leurs clients, comment est-ce qu'ils peuvent prospérer, comment est-ce qu'ils peuvent investir, quelles sont les limites à ne pas franchir. Et je pense qu'à ce moment, c'est ce qu'on attend d'une banque actuellement, surtout dans un Cameroun qui se veut émergent et surtout pour l'espoir que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui cessent de nourrir à cause de ces difficultés qu'ils rencontrent. Sortir les entreprises de l'émerveillement de la communication à l'appropriation de la communication. C'est-à-dire les entreprises cessent d'être inertes quand vous leur faites des propositions. C'est-à-dire dès que vous avez fait une proposition, waouh, non, il faudrait qu'ensemble, que nous travaillons, c'est ça qui permettra à ce que, non seulement au-delà déjà des relations annonceurs et agences qui sont souvent tendues, du fait que chacun accuse, les uns et les autres se rejettent des responsabilités, afin que nous puissions produire des travaux de qualité qui honorent non seulement les agences, mais également l'annonceur qui en est le principal bénéficiaire au final. Aux jeunes, je donnerais un conseil simple. C'est de se créer un minimum de valeurs. À partir de ces valeurs, je pense que quel que soit le temps que ça prendra, il y aura forcément des résultats. Alors, ces conseils pour moi se résument en l'amour du travail bien fait, la patience, la foi, pour qu'on puisse avoir un de ces jours la carrière qu'on a tant rêvé. Voilà pour cette initiative. Nous sommes toujours en Mbalmayo, mesdames, messieurs, et nous évoquons à présent la question de la suppression ou non du probatoire des examens officiels au Cameroun. L'on se souvient qu'en 2011, le candidat à l'élection présidentielle, alors député à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Ekindi, pensait déjà qu'il faut supprimer le probatoire des examens officiels au Cameroun. Nous avons posé la question à d'autres citoyens, dont voici les avis croisés dans la rubrique Débat. Je vous invite à suivre très attentivement. Êtes-vous pour ou contre la suppression du probatoire au Cameroun? Bienvenue à Mbalmayo d'abord. Il faudrait enlever cet examen parce que déjà on se rend compte qu'il bloque beaucoup plus de jeunes qui peuvent partir peut-être avec d'une bonne note déjà dans la salle de classe. Ils travaillent très bien dans les salles de classe. Mais voilà, au niveau de l'examen du probatoire, en fait, ça ne se passe pas souvent très bien. Moi, je suis contre la suppression du probatoire au Cameroun. Pourquoi? Parce que ça rend les élèves plus faibles.
tellement plus faible parce que je me dis qu'en classe de seconde, on a le temps de se reposer, de reprendre les forces pour pouvoir affronter les examens comme le probatoire et le baccalauréat. Cela nous facilite la tâche pour l'université. On ne doit pas supprimer le probatoire au Cameroun. Je pense que le probatoire est un examen qui a sa place. Si on maintient le probatoire, n'est-ce pas, ça va pousser les élèves à fréquenter, puisque en classe de seconde, les élèves ne fréquentent pas. Ils disent qu'ils sont en classe de repos. Il faut maintenir le probatoire parce que les parents qui font sauter les élèves, leurs enfants de 6e, 5e jusqu'à 4e, 3e. En tant qu'élève de classe de première au Cameroun, bon, moi le probatoire, c'était un élément de blocage pour les élèves. Il ne faut pas supprimer le probatoire parce qu'il permet de sélectionner ceux qui ne travaillent pas. C'est à cause de ce probatoire que beaucoup de jeunes vont jouer en aventure au Tchad pour pouvoir essayer de faire le bac tchadien et obtenir un bac facilement pour revenir au Cameroun et s'intégrer dans le système éducatif et universitaire du Cameroun. Que la majorité des élèves arrêtent leur parcours en première. Il y a des élèves qui passent 7 ans, 6 ans en première sans avoir cet examen-là, donc il faudrait supprimer et investir cet argent ailleurs, c'est mieux. On doit supprimer le probatoire parce qu'il n'y a aucun examen qu'on organise avec niveau probatoire. Si vous partez demander un emploi, on demande niveau bac ou niveau BPC. On ne pourrait pas demander niveau probatoire. C'est un sale diplôme. Quelque part, c'est un sale diplôme. Ce n'est pas encore supprimé. Mais ce qui manque peut-être le décret d'application, c'est un truc qu'il fallait. On a supprimé depuis. Je vous le disais en titre, la réforme universitaire de 1993 en a énoncé les bases, mais 20 ans plus tard, la professionnalisation des enseignements n'est pas effective au Cameroun. L'on constate par exemple qu'à ce jour, plus de 80% des étudiants camerounais sont formés dans des filières généralistes, une tendance que le gouvernement espère ramener à 70% à l'horizon 2035. Et l'on peut constater qu'au début de chaque année, de nouvelles filières se créent, mais elles ne parviennent pas à combler les attentes du marché de l'emploi. Petit pas de la professionnalisation des enseignements, c'est le titre de l'enquête de cette édition que signent pour nous Arafat Ekunga, Guy Hervé Fongan et Albert Ledouillandio. Le taux d'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun est seulement de 13%. La situation était bien plus grave avant la réforme universitaire de 1993. Cette réforme, au-delà d'éclater la seule université d'alors en 6 autres, jeta les bases de la professionnalisation des enseignements. Une option que le centre universitaire de Douala avait déjà prise et que l'université qui sortira de ses cendres va consolider. Les entrepreneurs camerounais se sont étonnés que l'université ne s'intéresse pas au monde industriel. Nous avons donc bien accueilli ce qui se passait à l'université de Douala, qui se spécialisait dans les filières liées à la gestion et à l'industrie. Ces derniers temps, il y a comme une prolifération d'un certain nombre d'entités dites universités dont personne ne peut contrôler la qualité. C'est bien dans les établissements d'enseignement supérieur privés que la professionnalisation prend son envol, et parfois à l'emporte-pièce. C'est depuis la moitié des années 2000 que les universités d'État connaissent une floraison des filières professionnalisantes. Le succès de ces filières en termes d'effectifs témoigne de ce que l'attente est forte dans les rangs des étudiants. Tenez, le nombre de candidats au concours d'entrée à l'Institut des Beaux-Arts d'un Konsamba est passé de 3000 candidats contre 100 dans sa première année d'existence. Reste maintenant à savoir si les filières qui se créent répondent aux réels besoins du marché. Bien avant que les universités d'État ne professionnalisent à tout va, les instituts privés, nés juste au lendemain de la réforme de 1993, étaient déjà sur la voie. Nous y sommes allés pour voir si leurs expériences les aident à être plus pertinents. Nos cibles, l'Université catholique Saint-Jérôme, l'École supérieure de gestion, ISMA. Dans les 3 établissements, tradition respectée. Les promoteurs ont créé de nouvelles filières ou upgradé des anciennes à l'occasion de la rentrée académique en cours.
les autres spécialités qui vont être ouvertes, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Parce que jusqu'ici, le traitement de l'environnement s'est toujours fait pas de façon professionnelle. Et donc, il est question de plus en plus dans les entreprises, vous allez voir que les questions de sécurité sont devenues absolument importantes. Les questions de responsabilité sociale de l'entreprise sont devenues des préoccupations très très actuelles. Et donc, c'est une spécialité qui est en pleine expansion. La spécialité carrière de l'immobilier qu'on va lancer, ça fait pratiquement 3 années qu'on travaille sur le programme avec des professionnels. Le constat il est flagrant, c'est qu'ils sont très nombreux des bricoleurs dans le secteur de l'immobilier au Cameroun. Nous proposons une licence professionnelle en gestion et transactions immobilières qui propose des formations dans 3 grandes directions. La première direction étant la gestion et la transaction immobilière. Le second axe de formation a trait à ce qu'on appelle la gestion immobilière. Et là, on forme des personnels qui peuvent être des soutiens à des profils ou à des spécialistes tels que les syndics de copropriété, des administrateurs de biens. Et le troisième axe de formation, c'est bien sûr la promotion immobilière. On va créer 2 licences professionnelles en maintenance industrielle et dans le domaine des télécoms, réseaux et automatiques. Alors quand on regarde l'état de nos équipements d'une manière générale au Cameroun, il est clair que la fonction maintenance requiert un besoin énorme en main-d'œuvre. Bon, pour ce qui est de télécom réseau, c'est aussi un secteur porteur. Gestion immobilière, sécurité et environnement, maintenance télécom et réseau. Il fallait bien y penser parce que le marché le demande. Nous avons des partenariats avec plusieurs entreprises qui sollicitent souvent des étudiants chez nous. Il leur arrive donc de nous remonter les besoins. Nous faisons une enquête et au bout de l'enquête, s'il est avéré que le besoin est pertinent et que le marché en termes de prévision sera porteur, nous nous engageons donc dans la démarche d'ouverture de cette spécialité qui est demandée. Mais nos promoteurs qui disent écouter le marché ne s'adressent pas toujours à tous les acteurs importants. Normal que la DESCAM, qui rassemble l'essentiel des sociétés de sous-traitance, marque sa surprise. Nous avons été approchés par l'ISTDI, nous avons été approchés par l'université de Douala dans sa branche IUT. Mais les autres n'ont pas de préoccupation de qualité de produit parce que la qualité du produit se définit à partir d'une norme. Et à partir du moment où l'État n'a pas clairement défini cette norme, les promoteurs en font à leur tête. Le déficit de consultation et de concertation entraîne une faible maîtrise des attentes des entreprises et par conséquent une orientation pas toujours pertinente des programmes. Bien plus, la question du déficit d'infrastructures est une réalité qui plombe la qualité de la formation professionnelle. Les promoteurs accusent l'absence de moyens financiers tout en se défendant de faire appel à des enseignants de qualité, même à l'étranger. Ou alors d'avoir la couverture des universités d'État qui assurent leur tutelle. L'État ne subventionne pas les IPES. On a la chance d'avoir quelques banques qui ont compris et qui suivent. Donc nous arrivons à jongler entre les coûts de scolarité des étudiants et les accords que nous avons avec les banques. Tout compte fait, les nouvelles filières sont loin de combler la demande. Les exigences des projets structurants en matière de qualité de ressources humaines ne peuvent pas, en l'état actuel, être satisfaites par notre niveau de formation. Un pays comme le nôtre a besoin de techniciens. Je prends un exemple simple. Aucune des offres qui sont faites ne concerne, par exemple, la plongée sous-marine. Ne concerne, par exemple, la soudure sous-marine. Parce qu'il faut, pour ce genre de formation, des équipements
et des formateurs d'un certain gabarit et d'une certaine qualité. Nous sommes donc enclins à penser que beaucoup de nos compatriotes se lancent dans ce qu'ils appellent la formation des universités, davantage pour se faire de l'argent que pour véritablement former les Camerounais au métier de l'avenir. On essaye d'adapter la formation à la production, parce que nous avons un sol suffisamment riche, en plus à la transformation, ce qui se fait déjà très bien par le ministère concerné, et ensuite par les outils de vente, de mise en avant qui est dans les faits. Donc, pour les écoles et les universités, il est temps qu'aujourd'hui, qu'on intègre des formations courtes, des BTS pour les PME, qui permettent à l'étudiant sortant fraîchement du secondaire de s'approprier des outils où il peut être directement opérationnel. Les milieux d'affaires sont encore sur leur soif, malgré les efforts qui sont faits en vue de professionnaliser l'enseignement. L'État le sait, puisqu'il ambitionne d'accroître à 27% le nombre d'étudiants dans les filières technologiques à l'horizon 2035. Aujourd'hui, plus de 80% d'étudiants sont dans des filières d'ordre général au Cameroun. In life, I have learnt that it is important to step forward. My business would not exist today if I had not. I had nothing but the clothes on my back and one pair of shoes. People said, "You will trip and fall." And I replied, I would rather step forward and fail than live with a failure or standing still. In the journey of life, you will be defined by the amount of times you step forward along the way. Nous sommes toujours en Balmayo et devant l'hôpital de cette ville. Et c'est d'ici que nous allons introduire chez vous le docteur Georges Boilet. Ce médecin qui travaille pour l'État du Cameroun à l'hôpital central de Yaoundé occupe tous ses week-ends à apporter des soins de santé, des soins spécialisés à ses concitoyens de la brousse. Il faut le dire, il va dans les coins les plus reculés pour apporter donc des soins de santé et du matériel scolaire aux populations nécessiteuses. Une action qui mène gratuitement avec l'aide de son association Ascovim et qui lui vaut d'être distingué aujourd'hui par CNN comme l'une des 10 personnalités ayant la capacité de changer le monde. Ça s'appelle un CNN Heroes. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre l'entretien portrait que nous avons réalisé avec lui dans notre rubrique Success Story. Je suis le docteur Boilet Georges. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé, chirurgien du ventre. Voilà, je suis le président d'Ascovim, qui est une association humanitaire du pays. Mon enfance a été celle de la plupart des enfants camerounais, c'est-à-dire qui sont nés dans une famille modeste, qui ont fait, pour qui les parents se sont battus pour qu'ils aillent à l'école. Mon père était un simple douanier qui n'était pas fortuné. Mes parents ont tout fait pour qu'on aille à l'école correctement. Je peux vous dire que je n'ai jamais connu les pressions de rentrée scolaire. C'est vous dire à quel point le mec était décidé à ce que son enfant aille à l'école à temps. Je suis allé à l'école primaire à Douala, à Bonadibon, une école catholique qui s'appelle, je crois toujours, Saint-Jean-Bosco. C'est là que j'ai fait le primaire. Après, le rêve de tout élève de primaire de Saint-Jean-Bosco était d'aller à Liberman. Malheureusement, j'ai raté le concours pour entrer à Liberman. Je suis donc allé à Saker. J'ai fait 7 ans là-bas, c'est-à-dire de ma 6e en terminale. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon bac. Je suis arrivé à Yaoundé pour la première fois pour l'école. Là, on était déjà dans les années 91. J'ai fait 2 ans de faculté de sciences.
C'était les années un peu difficiles. C'est la période où il y avait beaucoup d'étudiants dans la même classe et tout, et le gouvernement était en train de créer, penser à créer SOA et tout ça dans les années qui ont suivi. Quand on est arrivé à l'université, le rêve c'était de faire la médecine. Quand je suis arrivé, j'ai déposé mon dossier pour faire le concours du CUS à l'époque, qui est l'actuelle faculté de médecine. J'étais en retard, donc mon dossier n'a pas été retenu. Et j'étais avec un ami très cher et il m'a dit bon, c'est pas grave. Et puis on m'a suffisamment découragé, on était 5000 candidats pour 75 places à l'époque, donc je me suis dit c'est pas la peine de le faire. J'ai fait tranquillement ma fac sciences. Et mon ami, en deuxième année, comme ça, il a dit on remet sur notre projet de faire la médecine et moi je vais faire ton dossier. Je lui ai dit non, c'est pas grave. Moi j'avais eu ma chance, je devais aller en troisième année de fac sciences, je suis rentré à Douala. Il s'appelle Dr Penty Martin. Il est resté, il a fait mon dossier, il a tout déposé et je suis seulement venu composer. Et pour composer, il m'a même pas dit tu viens composer, il m'a dit viens m'accompagner. Et en allant l'accompagner, j'ai vu mon nom, il m'a dit assieds-toi, tu composes. Et comme ça, j'ai réussi le concours cette année-là. Quand j'entre à l'école de médecine, j'ai déjà fait 2 ans de fac, mais les premiers cours de faculté de médecine étaient difficiles. On était contents. Mais après, il a fallu beaucoup travailler. J'ai eu beaucoup d'enseignants qui m'ont beaucoup influencé. Mais globalement, c'était des chirurgiens. Le professeur Masso, c'est le professeur Bob, c'est le professeur Soso. C'est tous ces gens-là qui m'ont formé. Quand j'ai eu mon diplôme de médecin en 2000, j'étais affecté par chance dans le service d'un très brillant médecin camerounais qui s'appelle le professeur Nkam. Il venait d'être nommé directeur du CHU. Alors il m'a pris dans son service de réanimation polyvalente. Et là-bas j'ai beaucoup appris, Alors au bout d'1 an, j'ai été affecté comme médecin-chef à Bengbis, au sud du pays. Et là-bas, j'ai vraiment flirté avec les nécessiteux. Et 2 ans à Bengbis, après, j'ai réussi au concours de spécialisation en chirurgie. Quand j'arrive en chirurgie, j'avoue que c'est une carrière qui a été encadrée du début à la fin par le professeur Masso. C'est ce qu'on qualifie dans notre jargon de bon médecin. C'est un bon médecin parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute des malades, qui est à l'écoute de ses collaborateurs, aussi bien de ses supérieurs que de ses cadets. Et c'est un grand encadreur. Le patient a parlé de plusieurs symptômes. Il a évoqué la maladie hémorroïdaire. Je vous informe seulement que on ne dit pas que quelqu'un a les hémorroïdes parce que tout le monde a les hémorroïdes. Ça s'appelle les vaisseaux hémorroïdaux. Je vous ai dit ça, non? Donc tout le monde a les vaisseaux hémorroïdaux. Maintenant, lorsque ces vaisseaux ont une manifestation clinique, dans ce temps qu'on parle de maladie hémorroïdaire, on va vous examiner, mon frère. Vous avez les gants? Non. Alors, si vous avez, venez. Ascovim, c'est l'association des compétences pour une vie meilleure. J'ai eu beaucoup d'influence pour faire Ascovim. D'abord, mon père, qui a été malade pendant 23 ans et que j'accompagnais tout le temps à l'hôpital. Et je voyais beaucoup de malades attendre le médecin spécialiste. Ça m'a marqué d'attendre. Et lui, comme il y avait une petite anecdote, à ma naissance, une tante est venue et elle a dit cet enfant, il sera un médecin. Alors, depuis le bas âge, on dit oh, cet enfant, il sera médecin, il sera médecin, il sera médecin. Donc, on me rabâchait les oreilles à l'école primaire que je serais médecin. Bon, je ne savais pas, je connaissais pas l'impact. Au secondaire, c'était là. Mais j'ai pris l'ampleur des choses quand il fallait aller à l'université. Il m'a dit, écoute, tu as dit que tu veux être médecin, c'est le moment. Donc, mon père, pendant que je l'accompagnais, il me disait, toi qui veux être médecin là, tu vois comment on vous attend, tu vois comment beaucoup de gens souffrent quand tu seras médecin. Pensez à ces personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui ont besoin de soins. Donc ça, c'est l'une des motivations qui m'a amené
à créer cette association. La deuxième motivation, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que Dieu a influencé comme une influence dans les vies des gens. Donc moi, je pense qu'il a influencé beaucoup dans la mienne, dans le sens où je n'ai pas été le foudre de guerre en classe, mais j'ai été toujours parmi ceux qui devaient réussir. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'un polype? Et tu as dit quoi? Que c'est une évagination de la muqueuse. Une évagination. Polype, c'est comme la mangue. Tu as déjà vu une mangue suspendue sur un arbre? Oui, docteur. C'est ce qu'il est en train de te dire, que c'est quelque chose qui ressort à l'intérieur de la lumière. C'est comme une mangue qui pend. Tous les polypes ne pendent pas. Les polypes qui pendent comme ça, comme la mangue, c'est ça qu'on dit qu'un polype est pédiculé. Mais les polypes qui n'ont pas ça, qui sont à l'intérieur comme ça, on dit que c'est un polype qui a une base sessile. Quand j'écoute les messages bibliques à l'église, partout, j'ai retenu particulièrement celui d'aimer son Dieu et celui d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça que j'essaye de faire, aimer son prochain comme soi-même. La meilleure façon en tant que médecin, c'est quoi? C'est d'aider les gens. La troisième motivation qui, je pense, sous-tend tout, c'est que j'aime ça. J'aime voir les gens sourire. Pour voir les gens sourire, il faut pas qu'ils soient malades. Donc je cours partout pour trouver les gens qui sont malades et pour leur apporter un petit sourire. Première course, c'était en 97 avec un ami qui s'appelle Dr Issiben. Ils ont monté un groupe qui s'appelle le CEMOL. C'était un cercle d'étudiants en médecine, mais originaire du littoral. Alors, j'étais pas trop partisan de ce genre de groupe. En 97, ils m'ont invité, ils m'ont dit viens. Et quand je suis venu, je leur ai suggéré l'idée d'aller dans un village et soigner les gens gratuits. Et ça, tout le monde a aimé. Et on est parti, on a fait ça. On a demandé 1 franc aux parents et on a vu ce que le franc a réalisé. Et je me suis dit, tiens, cette idée-là, comme le papa me disait, ça peut aider. Hein. Mais j'ai fait cette campagne et stop, il n'y avait plus de moyens. C'est quand je suis devenu médecin généraliste, avec un peu de moyens, j'ai commencé alors à aller dans les petits villages et à soigner les gens. C'était 1 fois l'année. Médecin maintenant à Bimbis, alors les choses étaient différentes. À Bimbis, il me fallait aller dans les villages pour voir comment les gens habitent. Ça, c'est quand vous venez dans un village, les gens sont dans les cuisines. Hein. Et dans les cuisines, vous trouvez quelqu'un qui a simplement le palu ou bien qui a une simple diarrhée, quelque chose comme ça, un petit médicament. Et puis ça va. Et je suis tombé sur un groupe de jeunes espagnols qui étaient très motivés. Ils m'ont dit, écoute, nous on peut t'apporter les médicaments, mais on n'a pas d'argent pour te payer. J'ai dit, bon, ça tombe bien. Apporter les médicaments, on soigne les gens gratuits. On a commencé à soigner les gens partout. Après, en 2003, j'ai estimé que Bimbis avait beaucoup de chance. Et le groupe espagnol a décidé de rester dans la région, à perpétrer ses œuvres. Et au début, ils étaient 8. Et quand je quittais Bimbis, ils venaient déjà 300. Donc, j'ai dit, Bimbis, ça cette chance. Je vais me décaler un peu, comme je reviens à Yaoundé, et que je fais ma spécialisation. Moi, je vais courir partout dans le monde. Et j'ai eu la chance qu'en revenant à Yaoundé, j'ai rencontré un autre ami américain qui était venu au Cameroun pour faire un peu de chirurgie. Là, nous sommes en 2003-2004. Et quand l'ami est arrivé, il m'a dit, écoute, on va parcourir les villages ensemble. C'était une bonne motivation. On allait dans d'autres villages, on soignait les gens. Bon, c'était pas des grands nombres. Hein. Consultation, 50 personnes. Opération, 3 personnes. Après, j'ai eu une personne qui a beaucoup aimé ces activités. En la personne de Bill Swiney. C'était la deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis à une époque. Qui était très motivé, qui adorait ça. Qui n'hésitait pas à m'inviter le week-end, que non, allons. Ce qui fait que parfois, j'étais obligé de lui dire, j'ai pas d'argent. Il dit, non, 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 je vais trouver les médicaments et tout. Donc, on a soigné pas mal de gens dans les villages comme ça. Avec Bill Swiney, on a fait ça jusqu'en 2008. Et pendant que j'étais en Belgique pour faire ma sous-spécialisation, je me suis dit, il faut légaliser cette activité. Parce qu'on parcourait le pays sans document. Et on a fait le document en 2008. Et on a commencé à chercher un nom. Et voilà. C'est le nom qui a été retenu, c'était Ascovim. C'est une association un peu particulière qui n'obéit à aucune règle que les associations ont actuellement. Par exemple, une association, c'est toujours le président, le trésorier, tout ça. Mais Ascovim n'a ça que de forme. Le reste n'existe pas. Tout le monde est membre et travaille à fond, c'est tout. Jusqu'en 2000, je faisais une seule campagne l'année. Et une campagne l'année, c'était environ, au trop, 60 personnes de consultées, 4 à 5 personnes opérées.
Après, en 2002, 2001, 2002, 2003, quand j'étais à Bembis, là, ça a augmenté un peu avec l'aide des Espagnols, parce que les Espagnols apportaient beaucoup de matériel. On est arrivé à avoir 1000 personnes pendant l'année. J'ai eu un jeune tchadien qui est venu apprendre les soins infirmiers au Cameroun et qui est tombé fou amoureux de cette association. Alors, on a parcouru le pays pendant 2 ans. C'était un mec super. Et on a vu beaucoup plus de gens. Alors, je crois qu'il y a eu des gens qui sont motivés pour la Scovim, mais je pense que c'est l'une des personnes que j'ai vues qui était plus motivée que moi. Parce que c'était le mec à qui je disais, on part, et qui me disait, voyons le dernier, ça c'est le dernier, ça c'est le dernier. Il s'appelle Bainamni Noël, il est retourné dans son pays au Tchad, mais il a fait un bon boulot ici. Grâce à lui, on voyait déjà 2000 personnes l'année. En ce temps, le financement était personnel, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, puisque ce sont mes propres moyens que j'utilisais. 2009, ça a commencé à monter. 8000 consultations l'année, 2009, 2010, 11 000, 2012, on est déjà à 12 000 patients comme ça, qu'on consulte gratuitement par an et à qui on donne les médicaments gratuits en fonction des diagnostics. Et aujourd'hui, on opère 700 personnes par an, gratuitement. À Scovim va, je sais pas moi, au nord-ouest, on était à Nieng, on était à Santa, où on a distribué du matériel scolaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ascovim entre dans un village par la santé. On vient avec la santé, les gens ont confiance en nous, et on dit à ces gens, écoutez, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes vos enfants que vous avez envoyés à l'école. Nos petits frères qui sont là, envoyés-les à l'école, ils seront meilleurs que nous. Et les populations répondent par la même chose. On n'a pas les moyens. Et nous on dit non, on est venu avec les cahiers, on est venu avec les bics, on est venu avec les crayons. On distribue donc ça à la population. Pour le primaire, on le fait et on dit aux parents, si les enfants ont le CEP, soutenez-les. Parce que l'objectif n'est pas de faire démissionner les parents. L'objectif est qu'on a beau se voiler la face, mais il y a quand même la pauvreté. Il y a quand même la pauvreté. Nous, demain, là, on doit aller à l'extrême nord, les régions de Doukoula, de Goïntala, tout ça, dans ces villages-là où il y a eu parfois l'inondation, tout ça. Et quand vous arrivez là-bas, c'est difficile. C'est pour ça, je pense qu'on ne va pas toujours tirer sur le gouvernement. Je pense que le gouvernement fait beaucoup, mais la tâche est ardue. La tâche est immense. C'est pour ça qu'il faut plusieurs bras. C'est pour ça qu'il y a des ONG. C'est une organisation non gouvernementale qui doit s'associer à l'action du gouvernement. C'est ce que nous, on essaie de faire. L'État camerounais nous aide. Peut-être pas encore sur le plan des dons en matériel, mais l'État camerounais nous permet de réaliser ces œuvres, d'aller dans les villages, d'aller à gauche et à droite, de prendre en charge les populations. L'État camerounais nous permet de mettre l'ordre. Parfois, quand on va, il y a des régions où on va, le sous-préfet est là, avec nous tout le week-end. Et avec les gendarmes et tout ça, on nous aide à mettre l'ordre, que la cérémonie se passe bien. Chaque année, on est d'environ 3500 enfants. Mais cette année, on a décidé d'aider 3000 seulement dans cette zone de Doukoula et 4000 dans le sud, dans tout le sud. Donc on veut passer de 3500 à 7000. Je dois dire que c'est lui le fondateur de cette association et ayant mis sur pied cela, je crois qu'il y consacre toute sa vie. Et tous les week-ends, il fait des activités de brousse. Et c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Il faut qu'à 8h30, je sois à l'hôpital central au plus tard. Parce que je dois consulter, je dois travailler, tout ça. Aux environs de 15h, je dois aller faire quelques cours parce que j'ai la chance de faire les cours de mon chef. Le professeur Masso, je fais quelques-uns de ses cours. Ce qui permet d'améliorer le niveau et tout. Après 18h, je peux revenir pour faire un travail. En ce temps, ça c'est un travail rémunéré. Et c'est grâce à ce travail privé rémunéré que je finance donc les activités. Parce qu'il ne faut pas croire que je claque des doigts. Quand je dis que je finance, là, je claque pas les doigts. Je fais comme ça de lundi jusqu'à vendredi. Et puis vendredi, j'ai le quitus du chef pour partir à 16h et pour aller dans un village. Donc dès 16h, le bus ronronne et puis on va quelque part. Mais seulement toute la nuit, il faut préparer. Il faut être sur le net. Il faut envoyer les invitations aux gens. Les gens qui veulent venir, les volontaires, parce que nos volontaires viennent de partout dans le monde. Ascovim, c'est 120 bénévoles venus de l'étranger. Et les bénévoles camerounais, eux, ils sont autour de 300.
Je chemine à ses côtés depuis pratiquement 5 ans. Il m'a encadré dans la profession médicale depuis mes études médicales, puisque j'ai fait sa connaissance lorsque lui, il était en spécialisation et moi, j'étais étudiant en médecine. Et au jour d'aujourd'hui, je suis avec lui dans toute cette grosse caravane humanitaire. Nakati muni munja nakati Nati bona bami bese mbusami. CNN Heroes, ça a été l'une des plus grandes vitrines d'Ascovim. On a eu un ami, le docteur Tatina Mouza, qui a brillamment réussi aux États-Unis, a porté à l'attention des reporters de CNN Heroes, qui a une émission qui récompense l'une des personnalités dans le monde qui aurait marqué le monde par ses activités humanitaires, quel que soit le domaine, pas seulement la santé, dans tous les domaines. Alors il a porté à l'attention des présentateurs de cette émission le travail que nous abattons ici dans l'ombre depuis longtemps. Et par chance, sur les 8000 dossiers que CNN avait reçus, alors eux-mêmes ils disent que quand tu es dans les 8000 dossiers, tu es nominé. Et quand tu es dans les 24 où nous sommes actuellement, tu es sélectionné. Donc, nous sommes donc sélectionnés parmi les 8000 et on a 24 dossiers qui restent. Après, on va passer à une étape de 10 dossiers. Si on a encore la chance d'être parmi les 10 dossiers, alors là, on va procéder par vote dans le monde pour élire la personnalité CNN Heroes 2013. Bon, tu peux imaginer qu'on a les genoux au sol dans la prière pour être parmi ceux-là. Mais pour nous, c'est déjà une grande victoire d'être parmi les 24. On a bénéficié d'une semaine à CNN où on est passé. Et ça a montré que beaucoup de gens nous ont écrit, beaucoup de gens ont même donné, et beaucoup de gens veulent participer. Je pense que ça va augmenter le nombre de volontaires. Mais je tiens à préciser que tous les week-ends, nous sommes nominés pour le sourire dans un village du pays. Et c'est la meilleure distinction. Chaque fois qu'on opère quelqu'un, parfois il ne dit même pas merci. Mais quand il sourit, que sa douleur est passée, qu'il est soulagé, alors c'est le meilleur award. Mais il faut préciser que nous ne sommes pas des Globetrotters, nous ne sommes pas Superman. Nous ne venons pas pour régler avec une baguette magique. Donc, nous n'apportons pas le rêve, mais nous essayons que pendant ce week-end, si une maman a mal au dos, si elle a une crise de maladie ulcéreuse, qu'on lui apporte le médicament qui va apporter le soulagement nécessaire. Premièrement, pour qu'elle croie aux facultés de cette science qu'est la médecine moderne, et aussi pour qu'elle puisse aller continuer le traitement dans l'hôpital le plus proche. C'est parce qu'Ascovim croit en ces jeunes que nous partons de Yaoundé pour aller à l'extrême nord, pour donner le cahier, le bic à un enfant. Parce qu'on a espoir, pas qui sera absolument comme Richard Bonnard ou bien Etofis ou bien... Non, mais s'il peut être simple menuisier, un forgeron, il apportera beaucoup à sa nation. Et pour faire ça, pour apprendre ce petit métier, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il ait les connaissances. C'est pour ça que nous allons dans tous ces villages pour donner du matériel scolaire aux enfants pour aller à l'école. Et puis, qu'est-ce qu'on demande à ces enfants? Le travail. Et je pense que Dieu a donné à chacun de nous une mission. Certes, certaines personnes ne reconnaissent pas très vite leur mission. C'est ce genre d'enfant qu'on appelle à la maison le feignant, il ne faut rien. Non, je pense qu'il faut lui donner l'opportunité de faire ce qu'il a envie. Si vous avez la chance de faire ce dont vous avez envie, alors faites-le bien avec l'abnégation, c'est tout. Docteur Georges Boilet, comment ça se passe pour bénéficier des actions d'Ascovim? Parfois, les villages nous sollicitent. Parfois, c'est un individu qui dit « Ok, je veux que vous veniez dans mon village », il écrit une lettre. Parfois, c'est nous-mêmes qui passons en route et qui choisissons un village. Normalement, nous recevons les demandes entre le mois d'octobre et de décembre de chaque année. Comme ça nous permet de faire le calendrier de l'année. Alors, c'est certain qu'il y a des malades partout, il y a des personnes à qui vous voulez redonner du sourire dans tous les villages. Mais est-ce que vous avez les critères quand même pour retenir un village par rapport à un autre? L'ancien critère qu'on utilisait le plus, c'était que
on va dans un village où l'hôpital le plus proche est à une dizaine de kilomètres. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a les nécessités partout. Donc partout où nous sommes invités, nous évitons seulement les grandes villes. Alors, on l'a vu dans l'entretien que nous venons d'avoir, vous n'avez presque pas de vie pour vous-même. Votre vie privée, Dr Boiley, elle consiste en quoi finalement? Je pense que la vie, c'est comment la vie? Vous pouvez passer tout votre temps à vivre votre vie privée. C'est un choix de vivre comme ça. Mais moi, j'ai choisi de rendre les gens heureux et à donner du sourire aux gens. Pourquoi? J'ai des enfants. Mes enfants, ils sont contents. Certes, je ne suis pas avec mes enfants tout le temps, ça manque. Ça manque énormément. Mais j'ai aussi eu la chance, j'ai dit Dieu m'a beaucoup aidé, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui comprennent. Est-ce qu'ils vous appellent Dr House ou Dr Bruce? Vous avez un nom? Non, mais mes enfants, j'ai tellement de sobriquets. Il paraît que vos collaborateurs de l'association vous appellent George the Jungle, quelque chose comme ça. George of the Jungle, ouais. Ça, c'est un ami qui s'appelle Issa, qui a fait beaucoup de choses aux États-Unis et qui vit là-bas et qui vient ici, qui travaille un peu avec nous, qui nous amène dans son village en Jitam. Et c'est là-bas qu'est né le nom de George of the Jungle. Dr George Boiley, vous allez continuer vos campagnes itinérantes tous les week-ends dans les villages à soigner, à donner du sourire aux gens. Mais quels sont vos autres projets? Est-ce que vous avez des perspectives dans le cadre de l'association vous-même pour votre carrière professionnelle? Oui, pour ma carrière professionnelle, j'ai des projets. Le premier est dans le cadre de l'enseignement. Si j'ai l'opportunité d'être recruté en tant qu'enseignant, à suivre une carrière, ça c'est un rêve, enseigner au maximum. J'ai envie aussi d'écrire 2 ou 3 bouquins sur les signes et les symptômes des maladies chirurgicales en milieu africain, en compagnie de certains médecins comme le docteur Ikani, qui est comme un frère pour moi. Nous repartons avec le sourire et nous vous laissons courir à gauche et à droite. Ah, merci à vous, c'est super. Je tiens à remercier cette émission qui a pour but de pas de distribuer un rêve, mais de faire croire aux jeunes qu'ils ont leur place et qu'il suffit seulement de travailler. Et cette émission, moi je ne la connaissais pas, mais quand j'ai vu tout ce qui a été fait et quand j'ai vu l'impact que cela peut avoir, et je me suis mis de l'autre côté, je me suis dit si je voyais une émission de carrière et que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, je crois que je me serais inspiré de quelqu'un. Donc félicitations et à la prochaine. Merci. Bientôt la fin de cette émission, mais comme d'accoutumé, allons vers un de nos coachs en ressources humaines. Aujourd'hui, Jean-Yves Morion nous parle de la période d'essai pour ceux qui retrouvent un nouvel emploi ou une promotion dans une entreprise qui n'était pas la leur. Il faut rassurer le nouvel employeur, avoir de bonnes relations avec ses nouveaux collaborateurs ou collègues. Il nous dit comment le faire, trucs et astuces, dans la rubrique coaching. Le thème que nous allons aborder, c'est comment réussir sa période d'essai. Après avoir envoyé de nombreux CV, vous avez enfin décroché le poste et vous pensez que vos difficultés sont derrière vous, alors que c'est tout à fait le contraire. Les vraies difficultés commencent notamment dans la prise de vos nouvelles fonctions. Alors pour vous aider à réussir cette période d'essai, nous avons listé un ensemble d'étapes clés qu'il faudra respecter. Soignez votre relationnel. Vous devez absolument avoir de bonnes relations avec vos nouveaux collaborateurs parce que vous avez été recruté sur un poste pour lequel il y a certains de vos collaborateurs qui ne sont pas forcément contents que ce soit vous. Peut-être qu'il y avait d'autres collaborateurs qui auraient voulu ce poste-là, qui ont encore une certaine rancœur le fait que ce soit vous. Donc vous devez absolument soigner vos relationnels, être courtois avec eux dès votre premier jour. Présentez-vous à tous vos collaborateurs, passez de service en service pour vous présenter. Intéressez-vous aux autres, montrez l'intérêt que vous portez aux autres, alors posant des questions sur leurs différentes tâches, sur leur poste. Avec des nouveaux collaborateurs, tous les yeux sont braqués sur vous, donc ce n'est pas le moment d'avoir des altercations avec un de vos nouveaux collaborateurs. Même si vous tombez sur les collaborateurs qui vont essayer de vous provoquer, gardez votre calme, parce que sachez que vous ayez tort ou raison, votre collaborateur qui est un ancien de la maison aura forcément raison et vous aurez forcément tort. Rassurez votre nouvel employeur en respectant les consignes qu'il vous donne, en exécutant correctement les tâches qu'il vous a données. Soyez ponctuel.
Vous venez d'arriver dans une nouvelle entreprise, il est hors de question que vous ne soyez pas à l'heure. Vos nouveaux collaborateurs, eux, sont à l'heure. Vous, le nouveau, vous n'êtes pas à l'heure. Ça sera mal vu, enfin, au niveau même de vos collègues, au niveau aussi bien de votre hiérarchie. Faites preuve de curiosité. Posez des questions. Si vous ne maîtrisez pas une tâche, demandez à que l'on vous la réexplique. Renseignez-vous auprès de collaborateurs. Soyez curieux de tout. Montrez votre intérêt pour les tâches que vous faites. Alors pour résumer les 7 étapes pour réussir votre période d'essai, il y a la première étape qui est soigner votre relationnel, la deuxième étape qui est présentez-vous à tous, il y a la troisième étape intéressez-vous aux autres, quatrièmement ne vous créez pas d'ennemis, cinquièmement rassurez votre nouvel employeur, sixièmement soyez ponctuel et septièmement faites preuve de curiosité. Si vous respectez ces différentes étapes, votre employeur ne trouvera aucune raison de mettre fin à votre période d'essai. Avant de nous séparer, notons ces changements intervenus dans le top management de certaines entreprises. D'abord, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, SABC, qui annonce le départ de André Siaka du poste de directeur général 36 ans après son entrée dans cette société brassicole, filiale camerounaise du groupe français Castel. Directeur général depuis 1988 et administrateur directeur général depuis 2005, André Siaka a également dirigé le groupement interpatronal du Cameroun JICAM entre 1996 et 2008. Chapeau bas pour ce manager méthodique et efficace dont le parcours reste à célébrer. Ensuite, la compagnie aérienne Cameroon Airlines Corporation, qui depuis la mi-septembre est pilotée par Edouard Akamen Foumou, désigné au poste de président du conseil d'administration, et Frédéric Boto Edimo, directeur général adjoint de la même compagnie, promu au siège de directeur général. À ces nouveaux commandants de bord, le ministre des Transports, Robert Kili, qui les a installés à Douala, a demandé d'œuvrer à la reconquête de l'espace aérien. On espère donc un nouvel envol de Camer. Saluons également l'action de la société Go Ahead Africa qui vient d'offrir à 100 jeunes Camerounais une formation intense en leadership. C'était à l'occasion de la 2e Académie camerounaise de leadership tenue à Ombe dans le sud-ouest. Un programme annuel pointu d'apprentissage et d'échange d'expériences pour des jeunes citoyens actifs venant des 10 régions du Cameroun sur la base de leur engagement citoyen, leur accomplissement professionnel et leur esprit patriotique. Une initiative conduite par Roland Koumen en vue d'outiller les leaders de demain afin qu'ils actent en faveur du développement dans leurs communautés respectives. Dans notre agenda de septembre, nous avons enregistré la tenue des Journées nationales du management organisées par la jeune et dynamique équipe de Panes Conseil. 350 participants ont échangé pendant 3 jours avec des panélistes venus du monde entier autour du thème leadership, délégation et performance. Rendez-vous en septembre 2014 pour la 7e édition des Journées nationales du management. En bonus, ici les gens du Cameroun dont le numéro 80 se revient sur le parcours de Maïté, le séjour de Monseigneur Tonia Bakot à la tête de l'archidiocèse de Yaoundé et la carrière déjà fabuleuse de Joachim Noah à la NBA. Clin d'œil enfin à Siwa Entertainment qui a confirmé son statut d'organisateur événementiel avec 2 concerts géants très courus à Yaoundé et Douala. Les plus jeunes, dit-on là-bas, ont liké grave. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette 20e édition du magazine Carrière. Nous étions dans la ville de Mbalmayo. Nous espérons que le menu de ce numéro vous a inspiré courage et persévérance. En tout cas, nous vous souhaitons le succès dans vos activités. Rendez-vous le mois prochain sur votre chaîne de télé. D'ici là, gardons le lien à travers notre adresse email, notre page Facebook et notre site internet. À très bientôt. Carrière vous a été offert par Johnny Walker. Keep walking. Qu'est-ce qui rend cette journée si particulière ? Juste la manière dont vous l'avez rêvé.
Juste les choses extraordinaires que vous allez en faire. Juste les souvenirs que vous allez en garder. Alors, qu'attendez-vous ?